Bonjour et bienvenue dans la formation en ligne Masterclass en optimisation cycliste. Mon nom est Martin Turgeon, mieux connu comme étant le geek de vélo. Et oui, ça fait déjà plus de 20 ans que je travaille dans ma passion qui est le vélo. Et aujourd'hui, je suis vraiment le propriétaire fondateur de ma compagnie Martin Turgeon Service Cycliste. Dans quoi on œuvre? Bien évidemment, dans la production de contenu éducatif, comme vous avez peut-être déjà vu sur le web, et qu'on vous présente aujourd'hui dans cette formation sur laquelle j'espère que vous allez apprendre beaucoup. Mais aussi, étant basé à Mont-Tremblant, ici, on a un studio de positionnement très avancé à la fine pointe, ainsi que des services d'entretien et d'optimisation au niveau du vélo et de la mécanique. Mais aussi, on va avoir une boutique en ligne qui va être spécialisée justement dans la performance et l'optimisation que vous allez pouvoir voir. Et aussi, on a également un volet éducatif, c'est-à-dire qu'on offre de la formation en positionnement ainsi que de la consultation en optimisation. Donc, avec tout ça, je vous dis bienvenue dans cette formation à laquelle mon but premier est que vous allez apprendre au maximum pour éventuellement devenir de plus en plus passionné que vous l'êtes déjà sur votre sujet, votre sport favori, le vélo. La première chose que je vais regarder avec vous, c'est quoi l'optimisation? L'optimisation cycliste, à quoi ça sert? Que ça donne, comme on dirait? Bien, l'optimisation cycliste, finalement, le but, c'est de réduire, dans le fond, d'optimiser l'écart entre la contribution et la résultante. C'est-à-dire que pour l'effort, dans le fond, physique que vous déployez, dans le fond, pour le déplacement de vous sur votre vélo, mais d'optimiser la résultante en déplacement, c'est-à-dire soit d'aller plus rapidement, d'avoir des meilleures performances pour la même effort, donc puissance générée, ou d'aller à la même vitesse, mais d'avoir finalement moins d'efforts à donner pour avoir la même résultante qu'auparavant. Donc, et c'est quoi le but de tout ça? Ben, c'est pas juste pour les coureurs, évidemment. Tout le monde y trouve vraiment son compte à travers ça. Parce que tout le monde qui s'achète un vélo de moindrement de qualité, ben, cherche, oui, à avoir un niveau d'optimisation. Ensuite, c'est quand on veut vraiment choisir ses composantes, choisir le vélo ou quoi que ce soit, pour vraiment dire qu'est-ce qui va avoir le meilleur rendement, surtout en fait aussi pour les dollars investis. Et c'est là que dans l'industrie du vélo, c'est très facile de s'y perdre à travers les marketing qui nous dit tout est son contraire, souvent avec des affirmations qui vont être très douteuses, des employés des fois au niveau des entreprises, dans les boutiques qui vont un peu juste entrer dans plusieurs de ces mythes. Il y a beaucoup de mythes aussi dans le vélo qui continuent de perdurer. Donc, pour vous, je vous comprends que parfois, quand on a des dollars à investir ou des choses qu'on veut changer sur notre vélo, on se dit, ce serait quoi la meilleure option? Où est-ce que ça va faire une plus grande différence dans la réalité? Et moi, à travers ça, ben, je me suis toujours dit que un bon cycliste, dans le fond, pour qu'il soit le plus aussi passionné de son sport, faut qu'il soit éduqué. Donc, pour moi, le but de tout ça, c'est vraiment de regarder tout ce qui est d'optimisation d'un point de vue scientifique et d'un point de vue objectif, pour vraiment regarder de façon quantifiable qu'est-ce qui fait une différence, qu'est-ce qui fait les plus grandes différences pour l'argent investi et qu'est-ce qui finalement est plus une perte d'argent que d'autres choses, qui est souvent, puis peut même être quelque chose qui va être néfaste sur la performance. Donc, c'est tout ça aussi que je veux regarder dans cette formation-là pour vous éduquer dans le fond, pour vous clarifier l'esprit, à savoir c'est quoi justement les forces qui rentrent en ligne de compte dans le déplacement du cycliste pour être capable de faire des choix mieux éclairés, objectifs par rapport à l'argent que vous investissez ou les changements que vous avez faits sur vous dans la pratique de votre sport favori. Je vais vous mettre un peu en contexte, un peu la genèse, le fil conducteur finalement qui va se repasser tout au long de la formation. C'est-à-dire justement qu'on va comparer l'optimisation d'un cycliste du dimanche à un cycliste professionnel
vraiment dans un record de l'heure, qui va être un peu le summum de l'optimisation. Donc évidemment, oui, un cycliste professionnel, élite, un des meilleurs au monde, il ne va pas développer les mêmes puissances que vous et moi. Évidemment, ils vont développer plus de puissance que nous. Mais ils vont aussi, en contrepartie, avoir des niveaux d'optimisation qui vont être beaucoup, beaucoup plus élevés. Donc, ça va être de regarder justement, si on compare l'optimisation de quelqu'un de fictif, que je vais appeler Monsieur Tout-le-Monde, qui est un cycliste du dimanche finalement, qui recherche, qui aimerait ça avoir un peu plus d'optimisation, mais qui part vraiment de la base. Si on compare ça avec le niveau d'optimisation du record de l'heure présentement, c'est quoi? On va essayer de quantifier les gains qui sont purement dus à l'optimisation finalement. Donc là, on va vraiment analyser tout au cours de la formation, justement, les différents points. Où que l'optimisation a été gagnée, où est-ce que les gains ont été faits, où est-ce que c'est le plus rentable, où est-ce que les gains sont les plus grands. Mais on va commencer justement par mettre des chiffres sur justement l'optimisation de Monsieur Tout-le-Monde. Bon, Monsieur Tout-le-Monde, on part de la base. C'est une personne qui pèse 80 kg, qui a un équipement complet de 10 kg. C'est quand même un vélo de route. Va avoir une position très relevée finalement, une position assez confortable justement. Mais justement, va rouler sur de l'asphalte, comme tout cas sur de l'asphalte neuve, pas de vent finalement. Donc toutes les vitesses que je dis dans le fond, je vais vous donner les puissances que ça prend pour rouler à toutes ces vitesses-là. Vitesse constante sur le plat, pas de vent, aucune vent. Au niveau justement des engrenages, puis au niveau de sa mécanique, bon, il a acheté un lubrifiant pas trop cher, puis bon, peut-être un peu sale, il ne se donne pas nécessairement la peine de laver son vélo à chaque fois. Puis il va avoir justement des pneus, puis la priorité, ben, il n'y a pas vraiment de différence, c'est un pneu, c'est un pneu. Donc, quelque chose de durable, puis qui va avoir une bonne résistance aux crevaisons. Donc, on va regarder dans ces paramètres-là, Monsieur Tout-le-Monde, pour rouler à 5 km/h, combien il faut qu'il développe de puissance? Ben, il faut qu'il développe 10 watts. Donc, on va donner des différentiels entre 0 et 5 km/h, finalement, c'est 10 watts de plus, évidemment. Donc, s'il veut augmenter de 5 km/h de plus et de monter à 10 km/h, donc on est rendu qu'il faut qu'il dépense, dans le fond, qu'il produise 24 watts de puissance. On est à 14 watts de plus. Donc, on commence déjà en partant à voir que l'augmentation, justement, de l'effort, de la puissance générée nécessaire, c'est pas linéaire. Donc, même si la vitesse, elle a doublé, la puissance, elle, générée pour arriver à cette vitesse-là, a plus que doublé. Et vous allez voir vraiment, ça continue d'être exponentiel comme ça. Parce que si on monte à 15 km/h, ça prend 47 watts. Donc, une augmentation de 23 watts. À 20 km/h, 84 watts, une augmentation de 37. 25 km/h demande 137 watts de puissance générée avec justement ce niveau d'optimisation-là, justement avec les données présentes, comment sa position et son équipement, ce qui représente 54 watts de plus pour aller chercher le 5 km/h de plus finalement. 30 km/h demande 215 watts à Monsieur Tout-le-Monde, une augmentation de 77 watts. 35 km/h demande 318 watts, au-dessus de 100 watts de plus. Alors que si on regarde finalement, au départ, 5 km/h de plus qui demande 100 watts de plus, au départ, 100 watts, on va entre 20 et 25 km/h déjà. 40 km/h, 452 watts. C'est sûr que monsieur, madame, tout le monde, justement, ne peut pas maintenir ça très très longtemps, 452 watts, si vous êtes un petit peu habitué avec des données comme ça au niveau des puissances générées. C'est 134 watts de plus. 45 km/h, 612 watts. 160 watts de plus pour aller chercher 5 km/h de plus. 50 km/h, 831 watts. C'est énorme, évidemment. 219 watts de plus. Alors, pour aller chercher 5 km/h de plus, alors, comme je dis, 219 seul nous amène à déjà plus de 30 km/h avec ces paramètres-là. Et 55,89 km/h demande
1089 watts de puissance générée. C'est des puissances de sprint. C'est sûr qu'on peut garder ça quelques secondes, surtout monsieur, madame, tout le monde. 1000 watts, c'est énorme. C'est 258 watts de plus pour aller chercher ce 5,089 km/h de plus. Donc, pourquoi 55,089? Pourquoi un chiffre aussi précis? Ben, c'est assez simple. C'est tout simplement parce que c'est la vitesse moyenne que Victor Campenaerts a été capable de maintenir pendant 1 heure pour son record de l'heure. 55,089. Est-ce qu'il a maintenu 1089 watts pendant 1 heure? Absolument pas. C'est aucunement pensable. Il n'y a aucun athlète professionnel qui est même capable de se rendre proche de ça. Donc oui, les athlètes professionnels, comme je disais, développent plus de puissance que monsieur, madame, tout le monde, que vous et moi. Mais ils ont aussi un niveau d'optimisation qui est beaucoup plus grand. Donc, à quel point que ça fait une différence, finalement? Donc, on va regarder les chiffres, justement, les mêmes pointes de vitesse, mais avec les paramètres d'optimisation de Victor Campenaerts qu'il a utilisé pour son record de l'heure. Donc, Victor Campenaerts, en fait, pèse 72 kg, qui est 8 kg de moins que Monsieur Tout-le-Monde, finalement. Son vélo et son équipement pèsent 9 kg, qui est seulement 1 kg de moins, en fait, que ce que j'ai mis pour Monsieur Tout-le-Monde. Son vélo n'était vraiment pas particulièrement léger. Une position, évidemment, qui est beaucoup plus agressive, beaucoup plus aérodynamique. Encore là, aucun vent parce qu'il était en plus dans un vélodrome sur une track justement en bois. Donc, aussi évidemment, bon, au niveau de sa chaîne, les engrenages, tout ce qui est mécanique sur son vélo, beaucoup plus optimisé avec des périphériques de très haute qualité, des roulements de très haute qualité. Et aussi, ces pneus, ben, ils n'ont pas été pour quelque chose justement de résistant aux crevaisons, ils étaient pour la performance absolue. Donc, on va regarder avec ces paramètres-là, on sait justement que lui a gardé 55,089 km pour 1 heure. Mais si avec ces paramètres-là, cette position-là, son vélo, cette optimisation-là, il voulait rouler à 5 km/h, ça lui prendrait combien de watts? Monsieur Tout-le-Monde, ça lui prenait 10 watts. Mais Victor Campenaerts, ça lui prendrait 7 watts de moins. Ça lui prendrait seulement 3 watts pour rouler à 5 km/h. À 10 km/h, ça lui prendrait 17 watts de moins que Monsieur Tout-le-Monde. Parce que ça lui prendrait seulement 7 watts pour rouler à 10 km/h. 15 km/h, 32 watts de moins qu'il y a à dépenser, à pousser sur les pédales, que Monsieur Tout-le-Monde. Il y a seulement 15 watts à produire. 20 km/h, 58 watts de moins à seulement 26. Si on regarde, lui, il roule à 20 km/h pour seulement 2 watts de plus que Monsieur Tout-le-Monde roule à 24 km/h dans les conditions de Monsieur Tout-le-Monde. À 25 km/h, 95 watts de moins, 43 watts. Déjà, une énorme différence. 30 km/h, moins 148 watts, ça lui prend seulement 67 watts. Ou ce qui a fait son record de l'heure, ça lui prend 67 watts rouler à 30 km/h au lieu de 215 pour Monsieur Tout-le-Monde. 148 de moins. On continue, 35 km/h, 219 watts de moins. À peine 100, même pas 100 watts. 40 km/h, 311 watts de moins à 141 watts. 45 km/h, 418 watts de sauvé en optimisation. Ça lui prend seulement 194 watts. 50 km/h, il sauve 572 watts. Il a juste besoin de développer 259 watts. Et finalement, 55,89 km/h, combien il a développé de puissance pendant 1 heure? Ben, il a développé 340 watts, 749 watts, que Monsieur, Madame, tout le monde aurait eu à développer dans le fond, à l'extérieur, sur une chaussée neuve, dans la position qu'il y avait. C'est 749 watts de moins. Il a seulement développé 349 watts. Il y en a qui vont dire, voyons, ça ne se peut pas, autant d'optimisation, puis même que 340 watts, pour certaines personnes, ça ne va même pas paraître si élevé que ça, presque atteignable.
Mais vous allez voir justement où que les gains ont été cherchés. Qu'est-ce qui a fait justement qu'il y a seulement 340 watts? Puis honnêtement, 340 watts, si vous ne me croyez pas, à travers tous les données que j'ai trouvées, les modèles mathématiques, tout ça, je suis vraiment dedans et même peut-être conservateur de 3 à 5 watts. J'ai déjà vu des modèles mathématiques qui arrivaient même plus dans les 335 ou quoi que ce soit. Donc, honnêtement, c'est vraiment pas dans tout ce que j'ai pu lire au niveau de la littérature ou quoi que ce soit, au niveau justement des spécialistes des modèles mathématiques, on est vraiment dans quelque chose comme ça. Donc, comment qui est allé chercher 749 watts de moins pour rouler à 55,089 km/h? Ben, c'est ce qu'on va vraiment regarder à travers toute la formation. Donc, on va un peu mettre la table sur les grands sujets, dans le fond, sur les grands thèmes qu'on va aborder tout au cours de la formation. On va parler justement, en gros, de la physique de la vitesse. Donc, c'est quoi qui crée le mouvement du cycliste? Qu'est-ce qui, dans le fond, génère le mouvement et qu'est-ce qui restreint le mouvement? Parce que justement, c'est ça qu'on va regarder dans la physique la plus simple. Il va y avoir des forces, un peu comme dans Star Wars, des forces du mal et des forces du bien. Donc, les forces du bien, c'est quoi? Les forces de mouvement. Les forces de mouvement, dans le fond, c'est les forces qui nous font propulser vers l'avant, qui nous font avancer dans le mouvement qu'on veut aller, c'est-à-dire vers l'avant. Et il va y avoir évidemment les forces qui vont contrer le mouvement, qui vont restreindre le mouvement, restreindre le déplacement, qui vont empêcher le cycliste d'aller plus vite. C'est quoi ces forces-là? Bien, évidemment, si on va regarder au niveau des forces de mouvement, il y en a juste une. Il va y avoir justement la puissance développée. Donc, ce qui vous fait avancer vers l'avant, la force qui vous propulse vers l'avant, qui ne fait aucune restriction, c'est la puissance que vous êtes capable de développer avec vos jambes. On va regarder justement ça, ça va être un des premiers thèmes qu'on va regarder. C'est quoi la puissance développée? C'est quoi des watts? Et un peu justement toutes les mythes et les réalités qu'il y a en arrière le développement de la puissance. Ensuite, bien évidemment, il va y avoir des forces de résistance. Qu'est-ce qui va restreindre le mouvement, dans le fond, la vitesse du cycliste? On regarde, il va y avoir 4 grands thèmes qu'on va explorer de façon individuelle. Le premier, qui va être la perte mécanique. La perte mécanique, c'est quoi? Finalement, c'est que c'est toute l'énergie dans le fond qui va être perdue à cause de tout ce qui est mécanisme. Donc, on parle ici évidemment des roulements, de la chaîne, tout ce qui crée de la friction, le cadre ou quoi que ce soit. Donc, on va explorer où il y a des pertes, où est-ce que ces pertes se situent réellement, où est-ce que c'est du marketing, où est-ce que c'est réel. Donc, tout ce qui est au niveau de la mécanique. Ensuite, il va y avoir la résistance au roulement. La résistance au roulement, on peut un peu simplifier ça, si on veut, c'est surtout au niveau des pneus. Donc, la restriction qu'il va y avoir entre le contact au sol et le système, qui est le cycliste, vélo et tout son ensemble. Donc, la restriction qu'il y a par rapport au déplacement, au glissement de un sur l'autre. Un autre point, justement, évidemment, qu'on va observer avec beaucoup plus de détails. Le troisième grand facteur de résistance et le prochain, c'est la gravité. Donc, évidemment, l'obsession, justement, du vélo le plus léger possible pour les grimpes, pour quoi que ce soit, évidemment, on ne peut pas nier, la gravité, c'est une force de résistance. Surtout quand on arrive, évidemment, dans des grimpes, on le sait. Quand on arrive dans une grimpe, finalement, la gravité nous tire vers le bas alors que nous, on veut aller par en haut. Donc, on va regarder justement toutes les dynamiques qui existent par rapport à la gravité et la résistance que ça offre. Et la dernière force de résistance qu'on va analyser, ça va être la résistance aérodynamique. Donc, justement, la résistance du corps, du déplacement du cycliste face au vent. Sa traînée aérodynamique, on entend parler beaucoup évidemment. On va regarder ça avec beaucoup plus de détails, voir à quel point ça fait réellement une si grande différence. Est-ce qu'on en parle un peu pour rien? C'est à partir de quelle vitesse que ça vaut la peine? On va tout observer ça justement dans le quatrième grand terme des forces de résistance. Donc,
Au niveau justement de l'analyse du mouvement, c'est ces 5 grands thèmes-là qu'on va regarder avec beaucoup plus de détails dans les prochains chapitres. Là aussi, ce qu'on va regarder, bon, à travers ça, juste pour expliquer les différences au niveau des dynamiques, évidemment, c'est qu'il faut se dire, bon, qu'est-ce qui arrive quand la puissance est plus élevée que la résistance? C'est-à-dire, ce qu'on pousse sur les pédales, il y a plus d'énergie, plus de force que ce qu'on reçoit comme résistance de 4 autres facteurs qu'on a dit. Ben, qu'est-ce qui arrive si on développe? Évidemment, il y a une accélération. On développe plus de force que ce qu'on a de restriction, donc la vitesse augmente. Si à l'inverse, on a plus de résistance que ce qu'on développe comme énergie, comme force, ben, c'est une décélération. Donc la vitesse va diminuer. Et qu'est-ce qui va arriver justement quand on arrive et qu'on dit « Ah, moi je veux augmenter ma vitesse moyenne », on va arriver, c'est justement d'être capable, quand on arrive à une vitesse stable, quand la vitesse est stable, c'est-à-dire que la résistance est égale à la force, dans le fond, la puissance générée. Donc, ces deux facteurs-là, la résistance et la force, vont être en balance. Et là, justement, la vitesse reste stable, reste égale. Donc, justement, on va regarder tout ça à travers les prochains chapitres pour voir qu'est-ce qui peut avoir le plus d'influence. Et on va regarder ça justement dans les prochains chapitres. Donc, on va vous faire une petite introduction finalement de c'est quoi le watt? C'est quoi la puissance? On entend souvent l'expression pousser des watts, développer de la puissance, 100 watts, 200 watts, 300 watts. Mais ça représente quoi exactement? C'est des chiffres, mais il faut comprendre, dans le fond, la dynamique derrière la production de la puissance. Parce que dans le fond, on crée de l'énergie mécanique. Donc, pour un peu identifier, pour visualiser c'est quoi 100 watts, 200 watts, 300 watts, on va regarder justement c'est quoi et comment c'est fait. Quand on parle de puissance, donc c'est quoi de la puissance? C'est un débit de production d'énergie. Donc, si vous vous rappelez de vos cours, justement, au niveau de physique, de secondaire, quoi que ce soit, les énergies, dans le fond, c'est toujours calculé en joules. Donc, ça, c'est une quantité d'énergie qui est en joules. Maintenant, la puissance, c'est un peu le débit d'énergie, finalement. À combien d'énergie est produit par seconde. Donc, le nombre de joules par seconde, c'est le nombre de watts. Donc, si vous développez 250 watts, c'est que finalement, vous générez 250 joules d'énergie mécanique par seconde. OK, on commence avec ça justement, mais qu'est-ce que ça représente de façon un petit peu plus concrète quand on parle du pédalage? On va partir justement avec la formule de la puissance. La puissance, c'est puissance est égale à la force multipliée par la vélocité. Donc, j'en vois déjà qui vont me partir justement, bon, vélocité, c'est un peu dans le fond la vitesse de pédalage. On peut dire un peu la cadence, mais je vais revenir à autre chose justement pour dire que ce n'est pas exactement la cadence. La puissance, dans le fond, la force va être en newton et la vélocité va être en mètres par seconde et non pas en révolutions par minute, comme on est habitué de dire, je tombe 90 RPM. Pour vous donner un exemple finalement, pour produire 200 watts, on peut appuyer avec 100 newtons de force sur les pédales. Donc, justement, 100 newtons, ça représente quoi? 10,2 kg de force, justement, moyenne de force appliquée sur les pédales. Si la pédale a une vitesse de mouvement de la pédale de 2 mètres par seconde. 2 mètres par seconde, ça représente quoi, justement? Ça représente 110 révolutions par minute si on a des manivelles de 172,5 mm. Donc, la puissance, par contre, on dit, c'est le facteur de force et le facteur de vélocité. Donc, on peut augmenter soit la force, soit la vélocité pour augmenter la puissance. Pas obligé d'augmenter les deux, on peut augmenter juste une des deux ou jouer finalement avec le dosage de un ou de l'autre. Parce que comme le deuxième exemple,
200 watts peut être aussi produit avec la moitié moins de force, excusez-moi, le double de force, finalement. 200 newtons d'appliquer sur les pédales, donc 20,4 kg de force d'appliquer sur les pédales. Donc, on double la force. Donc, on diminue de moitié la vélocité à 1 mètre par seconde. Donc, 55 révolutions par minute avec des manivelles de 172,5. Donc, c'est là aussi qu'il faut faire la différence entre cadence et vélocité. Parce que je donne un exemple. Si on a des manivelles de 165 mm, on roule à, disons, 100 RPM, ou on a des manivelles de 175 mm, bien qu'on va rouler avec la même cadence, bien en fait, les manivelles de 175 mm vont avoir une vitesse, en fait, la vitesse au bout de la pédale va avoir une vitesse plus élevée parce que la circonférence du cercle de pédalage est plus élevé. Donc, si à l'intérieur du même temps, il fait une plus grande distance, ben, il va par automatisme plus vite. Donc, pour ceux qui disent justement, des manivelles plus courtes, c'est mieux pour la génération de puissance parce que la cadence, c'est plus facile de maintenir une cadence plus élevée et que le facteur vélocité dans la formule de la puissance, ils vont se tromper en pensant que la vélocité égale la cadence. Mais non, pour avoir la même vélocité, il faut avoir une cadence plus élevée avec des manivelles plus courtes. Donc, c'est faux de penser que des manivelles plus courtes vont être meilleures pour de la génération de puissance ou l'inverse aussi. Ça, c'est un sujet que j'ai déjà traité. Des longueurs de manivelles n'ont pas vraiment d'incidence. C'est-à-dire, est-ce que des longueurs de manivelles plus courtes ou plus longues sont mieux pour la génération de la puissance? Non, il n'y a pas rien qui laisse donner à croire. Il n'y a pas rien qui prouve aucunement qu'un est meilleur que l'autre. Ça, on va beaucoup plus y aller en fonction du positionnement. OK, je vais faire une petite capsule justement au niveau des capteurs de puissance. Si vous n'en avez pas, est-ce que c'est nécessaire pour vous? Libre à vous d'en juger. Personnellement, je trouve que c'est un des meilleurs ajouts au niveau de l'entraînement, justement d'avoir un suivi pour structurer un entraînement, pour voir sa progression. C'est un outil incroyable. Puis aussi, ben, pour mesurer en même temps l'optimisation, ben, ça donne des références justement qui sont quantifiables, qui sont objectives et non pas subjectives. Donc, je vais plus faire un peu un bref conseil d'achat sur ce que je vais considérer être les deux grandes vagues, les deux grands types de capteurs de puissance et les avantages et les inconvénients de chacun. Donc, ce n'est pas nécessairement une revue exhaustive de tous les produits ou quoi que ce soit. Il y en a des produits à différentes qualités. Il y en a qui vont être basés justement plus dans les pédaliers, dans les plateaux, dans les pédales. La variabilité à travers les précisions de chacun peut varier un peu, la fiabilité aussi. Mais je veux plus faire la distinction entre les capteurs de puissance qui vont mesurer d'un seul côté et les capteurs de puissance qui vont mesurer les deux côtés, c'est-à-dire les deux genres. On va commencer justement par les capteurs de puissance single-sided ou qui vont justement juste mesurer dans le fond la puissance qui est générée par une seule jambe. Le meilleur exemple, c'est comme on voit à l'écran, les manivelles de gauche, facilement remplaçables. Le gros avantage, c'est que c'est beaucoup moins dispendieux que les systèmes, que ce soit dans les pédaliers, dans les plateaux ou quoi que ce soit. Vraiment, vraiment, au niveau de l'accessibilité, ça donne quand même quelque chose de très, très intéressant. Et on va arriver à la deuxième catégorie, c'est qu'on va faire un peu plus la comparaison entre les deux. Les capteurs qui vont mesurer les deux côtés. C'est-à-dire qu'il va y avoir une mesure du côté gauche et droit, ou disons de l'ensemble plutôt que de prendre juste un côté et d'en faire la multiplication par deux finalement. Parce que finalement, quand on a un qui va avoir juste le côté gauche, il va dans le fond mesurer la puissance développée par la jambe gauche, il va multiplier par deux. Si on prend un capteur de puissance double, qu'est-ce qu'on va aller chercher de plus
parce que souvent le prix est le double, justement. Bon, il y en a qui vont dire qu'on peut aller chercher justement la disparité gauche-droite, c'est-à-dire que savoir vraiment en pourcentage la jambe gauche versus la jambe droite s'il y a une asymétrie. Ça, honnêtement, il n'y a rien. Disons que c'est une solution à un problème qui existe plus ou moins, dans la mesure où il n'y a aucun consensus à dire que c'est bon ou mauvais, ou qu'on devrait travailler consciemment à avoir une symétrie de 50% de chaque côté au niveau de la puissance générée. Donc, pour moi, ça, c'est pas vraiment un avantage. Par contre, sachant que oui, chaque personne a des asymétries, c'est-à-dire que dans le fond, la puissance générée entre la gauche et la droite peut avoir des variations justement au niveau du dosage de la puissance entre les deux jambes. Donc, c'est sûr que si on donne par exemple un premier exemple, quelqu'un qui va toujours avoir 48% de sa puissance générée avec la gauche et 52% avec la droite. Donc, si on multiplie par 2, 48% de la puissance générée, en fait, finalement, la précision n'est pas aussi là, finalement. En réalité, s'il développe justement la moitié, disons 200 watts total, mais qu'avec la gauche, au lieu de 100 watts, il produit 98 watts, sa mesure qu'il va donner, c'est 196 watts. Donc, au niveau de la précision, c'est sûr qu'il y a moins. Après ça, est-ce que cette précision-là est nécessaire? Encore là, c'est variable à chaque personne. C'est sûr que, en partant, au niveau de l'accessibilité, juste d'avoir un capteur de puissance, c'est un monde de différence par rapport à pas en avoir. Mais la grosse différence aussi au niveau de capter de juste un des deux côtés, si la puissance était, disons, toujours 48% d'un côté et toujours 52% de l'autre, rendu là, peut-être on manque de puissance, mais de précision, mais on a toujours au moins une constance. Mais le problème, c'est qu'en réalité, on voit quand on a un capteur de puissance qui mesure les deux côtés, c'est que la variation est beaucoup plus grande. C'est-à-dire que d'une seconde à l'autre, l'apport de chaque côté varie. Donc, à une seconde, peut-être que la jambe gauche fournit 45% versus 55%, et la seconde d'après, peut-être qu'elle fournit 55% versus 45% de l'autre côté. Donc, à chaque fois, on double une valeur qui peut avoir un différent niveau, un pourcentage dans le fond de la production de puissance totale. C'est là que l'imprécision d'avoir un capteur qui va être de juste un côté peut venir. Parce que dans le fond, la distribution de la puissance entre la gauche et la droite n'est pas linéaire, c'est pas toujours 48-52. Ça va fluctuer de façon assez grande justement à travers le temps. Donc oui, un capteur double qui mesure des deux côtés ou qui va prendre en charge justement finalement le pédalage au complet, non pas juste un côté de multiplié par deux, a une précision et justement une relativité dans le fond qui va être beaucoup plus, précise, sur laquelle on pourra beaucoup plus se fier. Après ça, est-ce que le coup en vaut la chandelle? C'est un peu à vous de décider. Comme je dis, si vous n'en avez pas et que pour vous, un capteur double, c'est trop cher, un capteur simple, ça va déjà vous amener à un niveau d'analyse qui va être beaucoup, beaucoup plus grand. La première étape, c'est la plus importante. La deuxième étape d'aller vers un double est déjà moins importante que la première.